Zelensky étend la guerre, non seulement en frappant plus profondément Wildberries et ce genre de cible économique en Russie. Ce week-end, il a frappé un navire iranien dans la mer Caspienne. Téhéran a accusé Kiev d'un acte criminel hostile. Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, a fait cette déclaration intéressante. Il a dit que Zelensky avait attaqué un navire commercial iranien, tuant un marin. Et il appelle la haute représentante de l'Union européenne, Kallas, à dire clairement que ce que le parasite de Kiev a fait ne peut pas rester sans réponse. Alors, qu'est-ce qui se passe, bon sang, avec Zelensky? Laissez-moi vous montrer ce que Zelensky a dit pour expliquer pourquoi il va dans cette direction. Si l'Iran, dès la première année de la guerre, a donné de nouvelles armes, de nouvelles technologies à la Russie, c'était des drones Shahed. Ils ont fourni des milliers de ces drones dès la première année de la guerre. Ensuite, ils ont accordé des licences. Qu'ont-ils fait? Est-ce qu'ils nous ont attaqués? Je pense que oui. Donc ils l'ont déjà fait? Mais nous devons être honnêtes. Les Iraniens et les Nord-Coréens nous ont déjà attaqués. D'accord. Donc ça fait 4 ans et demi que ça dure. Pourquoi, s'il a dit dès la première année de la guerre, pourquoi est-ce qu'il vient seulement maintenant d'attaquer et de détruire, ou au moins d'attaquer et de neutraliser un navire commercial iranien pour cette raison-là? Eh bien, pour être honnête, Je ne sais pas si c'était délibéré, parce qu'au départ, on rapportait qu'ils avaient frappé un navire russe qui envoyait des marchandises à l'Iran. Donc je pense que les services de renseignement ukrainiens se sont trompés sur ce coup-là. Mais ensuite, quand il est devenu évident qu'il s'agissait d'un navire iranien, vous savez, Zelensky, souvenez-vous de la personne qui faisait cette interview, Laura Loomer, qui est... on va s'arrêter là. Une sorte d'auto-parodie de journaliste. C'est un homme désespéré de présenter n'importe quoi sous un jour positif. Les États-Unis traversent actuellement une période extrêmement difficile avec l'Iran. Donald Trump a dû cesser les hostilités au moment même où il disait qu'il allait frapper fort, parce que nous n'avons plus de munitions. Et maintenant, on prend de plus en plus conscience qu'il ne nous reste plus rien. C'est fini. Il n'y a littéralement rien que nous puissions faire, et il y a de la frustration. Alors Zelensky appuie en quelque sorte sur ce bouton avant de venir parler à Trump. Et il dit l'Iran est aussi un problème ici. On vous rend service, l'Amérique. On a frappé un navire iranien. Je ne pense pas qu'ils savaient qu'ils frappaient un navire iranien quand ils l'ont touché. Mais maintenant, il s'en attribue le mérite. Et puis, il ajoute la Corée du Nord. Enfin, parce qu'il y a désormais des rumeurs, peut-être vraies, selon lesquelles les Nord-Coréens vont fournir jusqu'à 30 000 soldats qui défendront, vous savez, une partie des frontières russes. Les troupes nord-coréennes ne combattent pas dans le Donbass, à Zaporizhia ou à Kherson. C'est purement une opération russe, mais elles viendront occuper un secteur. Ils ont aidé à libérer Kursk, et maintenant ils vont défendre un secteur, ce qui va libérer 30 000 soldats russes pour qu'ils descendent et, fassent ce dont on parlait à Odessa. Et donc maintenant, il va aussi poser ce jalon-là. Vous savez, c'est qu'un signe du désespoir de Zelensky. C'est la même chose avec l'Europe. En gros, déclarer la guerre au monde entier pour sombrer avec le navire ukrainien. Parce que les gars, l'Ukraine, c'est le Titanic. Elle a heurté l'iceberg. Rien ne va la sauver. Vous pouvez y mettre l'orchestre. Ils peuvent jouer toute la musique qu'ils veulent. Vous pouvez avoir des gars qui courent partout sur le pont. Et pendant un moment, ça a l'air bien. Mais le navire coule. Combien de temps il lui faudra pour sombrer, je ne sais pas. Mais je sais ceci. Il coule et il ne s'en remettra pas. Et Zelensky essaie de faire croire que d'une manière ou d'une autre, on peut colmater la brèche et garder le Titanic sur sa trajectoire.
On ne peut pas. Mais est-ce qu'il pense que, même si c'était un accident ou quelque chose d'intentionnel, lui affirme désormais clairement que c'était intentionnel? Il dit donc, oui, ils sont en guerre contre nous, alors on coule ce navire. Est-ce qu'il pense que ça peut, d'une manière ou d'une autre, lui apporter un soutien supplémentaire? Que quelqu'un va dire, eh bien, faisons davantage pour l'Ukraine. Parce que je n'arrive pas vraiment à trouver une bonne raison pour laquelle il voudrait faire ça. Zano. Encore une fois, je ne pense pas que tout cela a été préparé à l'avance. Je pense donc qu'on voit ici une réaction. C'est réactif. Il dit donc des choses qui, selon lui, trouveront un écho favorable auprès de Trump. L'Iran a fourni des armes à la Russie. En ce moment, il y a un discours ukrainien selon lequel la Russie fournit des armes et des renseignements à l'Iran pour nuire à l'Amérique. Je pense que Marco Rubio a réfuté cela. Mais vous savez, ça fait partie de... C'est une guerre de propagande. C'est ce que les gens doivent comprendre. Nous sommes au cœur d'une guerre de l'information où, vous savez, les choses sont amplifiées de manière disproportionnée. Tout ce qui est favorable à la cause russe, à la réalité de la Russie, est supprimé. Tout ce qui renforce le potentiel d'une victoire ukrainienne ou, vous savez, la légitimité de la cause ukrainienne est amplifié. Et donc nous avons une situation où, vous savez, l'Iran a bien fourni aux Russes la technologie des drones Shahed quand ils en avaient besoin, en 2022 et 2023. La Russie l'a produite sous licence, donc il n'a pas tort sur ce point. Et maintenant, il en paie le prix. Il essaye donc de s'en servir pour amener Donald Trump à avoir encore plus de sympathie pour l'Ukraine, à engager davantage de ressources. Je pense qu'il va se heurter à un mur. Je vais simplement vous donner ma prédiction sur ce qui va se passer. Vous vous souvenez de la remontrance que Zelensky a reçue la dernière fois qu'il est allé à la Maison-Blanche? Je pense que Zelensky est sur le point de se faire sévèrement remettre à sa place par Trump. Parce que Trump n'est pas un homme stable en ce moment. Il suffit de regarder l'accord qu'il a conclu avec l'Arabie Saoudite. On parle de 6 mois de négociations pour fournir finalement une technologie nucléaire à l'Arabie Saoudite. Et puis Donald Trump pète les plombs et dit « Rien de tout ça ne se fera, à moins que vous n'acceptiez les accords d'Abraham, qui n'ont jamais fait partie des négociations. » Et les Saoudiens ont dit « Allez vous faire voir. » Donc maintenant cet accord est mort. C'est ça Donald Trump. Il avait promis d'autoriser la technologie Patriot. Zelensky va arriver et trop jouer sa main. Et Donald Trump, je pense, va craquer. Et je pense que vous allez voir Zelensky se faire mettre dehors de la Maison-Blanche. C'est ma prédiction. Eh bien, il y a clairement un historique sur ce sujet. Je veux revenir sur une autre chose que vous avez dite concernant la guerre avec l'Iran. Vous avez parlé de notre problème de munitions, de celles qui ont été utilisées pendant la guerre, et de ce qu'il nous reste pour continuer à mener cette guerre. Et vous avez aussi évoqué la guerre de propagande. Il s'avère que certaines des victimes, ou peut-être des cibles, de cette guerre de propagande, ce sont les Américains eux-mêmes. Voici Mike Waltz ce week-end qui essaie de balayer cela d'un revers de la main. Gary, lançons le premier extrait. Il s'appelle « Les armes de Waltz ». De nombreux stocks ont été épuisés, pas seulement à cause de ce que nous avons donné à l'Ukraine ces 4 ou 5 dernières années, peu importe le nombre exact. L'administration a hérité d'une situation de stocks épuisés, non seulement à cause de l'Ukraine, mais aussi du combat en cours contre les outils sous l'administration Biden et d'une armée affaiblie sous l'administration Biden. Ils ont donc décidé, premièrement, de passer à de nouveaux types de munitions, moins coûteuses, à de nouvelles technologies, mais aussi, avec ces nouveaux budgets de défense, de reconstruire notre grande armée. L'armée américaine, et je l'ai vérifié sous tous les angles, a tout ce dont elle a besoin pour mener cette campagne aussi efficacement qu'elle doit l'être.
Et je dois vous le dire, les gens qui divulguent ces absurdités méritent d'être en prison. D'accord. Donc apparemment, j'imagine qu'il s'agit du vice-président Vance et du général Dan Kane, président des chefs d'état-major interarmés. J'imagine qu'il faudrait l'envoyer en prison parce qu'ils disent clairement qu'il y a de gros problèmes. Alors, que devons-nous penser de ce que disent apparemment le vice-président et le président des chefs d'état-major, par opposition à ce que dit l'ambassadeur Waltz sur la quantité de munitions dont nous disposons pour continuer à combattre? N'oubliez pas que Waltz est la figure publique. Ce n'est pas un décideur politique. C'est l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Son rôle, c'est donc de servir de porte-voix à la politique américaine, de la projeter auprès de la communauté internationale. L'une des façons de le faire, et là encore on revient à la théorie des jeux de guerre de Thomas Schelling, c'est la capacité à infliger de la souffrance. Si vous avez cette capacité, elle vous donne une certaine force de dissuasion, parce que les gens se disent « Je ne veux pas qu'on m'inflige cette souffrance, donc je suis désormais dissuadé ». Et le rôle de Mike Waltz, au fond, c'est d'utiliser la perception de la puissance américaine dans cette instance internationale pour intimider les nations et les amener à se conformer. C'est son travail. C'est tout ce qu'il fait. C'est littéralement un homme de main de la mafia. Il fait le tour pour récupérer l'argent auprès des différents patrons de bars et de magasins. C'est une brute, une vraie brute. Mais c'est difficile de jouer les brutes quand tout à coup il s'avère que, parce qu'une brute n'est efficace que si les gens pensent que les gros bras vont venir vous casser le cou. Tant que vous avez peur des gros bras, vous allez payer. Mais maintenant, Waltz est confronté au fait qu'il n'y a pas de gros bras. Il y a une bande de vieux messieurs aux genoux en mauvais état, avec de l'arthrite aux mains, qui boitent, des coiffes des rotateurs déchirées, et plus personne n'a peur de ces gens-là. L'Amérique s'est révélée n'être qu'une coquille vide de puissance. On ne peut pas battre l'Iran. Laissez ça vous pénétrer un instant. On ne peut pas battre l'Iran. Et ce n'est pas tout. L'Iran est en train de nous battre. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes en train de perdre cette guerre. Nous avons perdu cette guerre. L'Iran nous frappe, et nous frappe durement. Nous, on fait exploser des bâtiments vides. On ne sait absolument pas ce qu'on frappe. Et on n'a plus la capacité de frapper en profondeur. On a tout utilisé pendant les 39 premiers jours du conflit. On n'a pas soudainement agité une baguette magique pour que toute notre industrie de défense se réveille et dise « On va produire beaucoup plus de missiles en très peu de temps ». On ne produit rien, mesdames et messieurs. L'argent qui a été alloué n'est pas arrivé là-bas. Nous n'augmentons pas encore notre production. Nous le pourrons peut-être plus tard, mais il faudra des années pour que ça se produise. Des années. Entre-temps, Donald Trump s'est réengagé en disant « Je veux un conflit plus intense ». Mais il n'a pas été plus intense, il était plus intense durant les 39 premiers jours. Pourquoi? Nous n'avons pas les munitions. Rien. Et vous voilà. Regardez les délais. Il faut 64 mois pour fabriquer un missile SM-3, mais nous avons déjà consommé les 2/3 de nos SM-3. Les THAAD, 80% des missiles THAAD sont partis. 53 mois. Les SM-6, les JASSM, les Tomahawk, nous n'avions que 90 de ces munitions de frappe de précision. Il faut 46 mois. Nous en avions 90. Nous en avons utilisé 80. Il nous en reste 10. Les gars, c'est fini. Nous n'avons pas de munitions. Ce que nous utilisons, ce sont des missiles HIMARS et Attack-MS depuis le Koweït, Bahreïn et les Émirats arabes unis pour frapper des cibles le long du littoral. Et ça donne une impression de puissance. Nous utilisons ces JDAM qui sont en gros des bombes à distance guidées conjointement, mais elles ne sont pas propulsées. Donc vos avions doivent monter haut, les larguer, puis le satellite les guide vers la cible.
Eh bien, l'un des problèmes avec les JDAM, c'est qu'elles sont brouillées. Je veux dire, regardez ce que les Russes font aux JDAM. Elles sont brouillées. Elles sont abattues et tout le reste. Nous ne touchons rien. Et quand nous pénétrons loin à l'intérieur, nous bombardons des bâtiments vides, nous ne savons pas ce que nous frappons et nous ne faisons que brûler nos stocks de munitions. Et Donald Trump a dit, je veux vraiment augmenter la pression. Et les militaires sont venus le voir et lui ont dit, on ne peut pas, il ne nous reste plus rien. Et si on continue comme ça, on sera totalement sans défense. Là, tout de suite. Toute notre défense aérienne a été démantelée. Et les Iraniens ont des missiles balistiques qui n'en finissent jamais. Et en ce moment, ils nous font beaucoup de mal. Ils détruisent des hangars qu'ils ne devraient pas pouvoir détruire, mais ils les détruisent. Et si on continue cette guerre, ils détruiront tous les hangars. Il ne nous restera plus rien. On a perdu cette guerre. Alors on a arrêté la guerre. Bon, il n'a pas déclaré de cessez-le-feu officiel. On a juste arrêté de bombarder. Et maintenant, les Iraniens ont dit, vous arrêtez de bombarder, nous, on arrête nos missiles. Donc il y a un cessez-le-feu qui n'en est pas un. D'accord. Et c'est la réalité aujourd'hui. Nous ne pouvons pas gagner cette guerre maintenant. Alors Waltz tient ses propos. Pendant ce temps, en coulisses, Trump est informé de la réalité par J.D. Vance, par le général Kane, par d'autres personnes, et certains font fuiter ces informations dans la presse. Et là, je suis d'accord avec Waltz. Je crois en la liberté de la presse. Absolument. En tant que journalistes, nous avons la responsabilité de nous exprimer ouvertement. Et si nous avons accès à des informations, nous faisons preuve de notre propre diligence pour nous demander est-ce que nous causons un préjudice réel au pays. Mais comme l'a dit le New York Times, dans l'affaire New York Times contre États-Unis tranchée lors de l'affaire des Pentagon Papers, le gouvernement ne peut pas dissimuler des mensonges derrière un mur de secret. Et c'est la responsabilité de la presse, révéler ces mensonges pour que le peuple américain puisse prendre une décision. Surtout quand les conséquences de ces mensonges sont évidentes. Des soldats américains meurent sur une terre étrangère. Littéralement, c'est de cela qu'il était question dans cette affaire devant la Cour suprême. Nous avons donc la responsabilité de le faire. Alors oui, si je reçois des informations disant que nous sommes à court de munitions et que le président cherche à promouvoir une guerre qui dépend de la disponibilité de ces munitions, cela met des vies américaines en danger sur une terre étrangère. Nous avons le devoir et la responsabilité d'en informer le peuple américain pour qu'il puisse agir en conséquence. C'est notre travail. Mais si je suis au gouvernement, que j'ai signé un accord de non-divulgation et que ces informations sont classifiées, je n'ai pas le droit de les transmettre à la presse. Et donc je suis d'accord avec Mike Waltz. Les personnes qui ont divulgué ça à la presse doivent être identifiées et poursuivies. Sinon, il n'y a aucune raison d'avoir le secret. Donc sur ce point, il n'a pas tort. Mais heureusement, certaines personnes ont le courage de dénoncer les mensonges quand ils surviennent. Et un jour, je pense, pas maintenant, mais un jour, la justice reconnaîtra que l'esprit de cette décision de la Cour suprême, New York Times contre les États-Unis, c'est que lorsque le gouvernement utilise le secret pour dissimuler la vérité et que les conséquences sont des soldats américains morts, vous avez la responsabilité d'en parler. Et par conséquent, divulguer ces informations n'est pas un crime. Je pense qu'il faut en arriver là. Oui, je suis d'accord avec vous à 100% là-dessus. Et pour les quelques dernières minutes qu'il nous restent, j'aimerais avoir très rapidement votre avis sur ceci. Avant que le sénateur Graham ne décède soudainement, quelle qu'en soit la cause, on ne va pas s'en préoccuper pour le moment, on l'invitait évidemment souvent ici, avec ses déclarations délirantes. Et on avait ce truc un peu étrange, vous savez. Voilà la déclaration délirante qui arrive. Enfin bref. Eh bien, c'est terminé.
il est parti maintenant. Mais un groupe était en train de réaliser un documentaire sur lui. Ils en ont diffusé une partie avant de sortir le documentaire entier. Et j'ai trouvé cet extrait vraiment intéressant parce qu'il montre une mentalité qui ressemble presque à celle d'enfants jouant à la guerre, plutôt qu'à celle d'hommes d'État sérieux cherchant à mettre fin à une guerre et à servir les intérêts de notre pays. Regardez. Pratiquement tout ce qu'ils ont a désormais été détruit. Leur stock de missiles diminue fortement. Regardez ce qu'on a fait ici. J'en ai presque pleuré. Enfin, depuis combien de temps est-ce qu'on pousse pour ça? Vous poussez pour ça depuis des années, non? Eh bien, c'est là. J'ai parlé à Trump ce matin. Oh, il est à bloc. Il dit que c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Il adore faire exploser des trucs. Donc, vous savez, beaucoup de gens en interne ne voulaient pas le faire. J'ai donc eu des difficultés. Mais le président Trump, quand il est dans sa zone, il écoute, il pose de bonnes questions. Vous savez, pas de tweet. Il n'a pratiquement pas tweeté du tout. Pas de drame. Il a été un excellent président en temps de guerre. J'ai dit hier soir que Trump et Bibi, c'est comme Roosevelt et Churchill. Enfin, ce sont les deux bons hommes pour affronter ce mal. Roosevelt et Churchill, qu'en dites-vous? Roosevelt and Churchill, what say you? D'abord, je pense qu'il faut être honnête et franc ici. Ce n'étaient pas des remarques spontanées de la princesse parfumée aux commandes, l'ancienne princesse parfumée, Lindsey Graham, que je méprise ouvertement et que je mépriserai toujours. Il y a une équipe de documentaires sur place. Il dit ça pour la postérité. Il le dit et c'est soigneusement préparé. Ils peuvent couper la caméra jusqu'à ce qu'ils se ressaisissent, ou peu importe. Il sait ce qu'il dit là. Ça fait partie de la machine de propagande de Lindsey Graham, qu'il alimente depuis un certain temps. Comprenez l'hypocrisie flagrante de cet homme, parce que parfois, Lindsey Graham peut s'exprimer avec éloquence et dire des choses honnêtes, comme « Donald Trump est un menteur, le pire homme au monde, qui ne devrait jamais être président des États-Unis. » Il a dit ça en 2016. Aujourd'hui, rien n'a changé chez Donald Trump. Sauf que Lindsey Graham trouve désormais Donald Trump pratique pour promouvoir ses politiques bellicistes. Et franchement, ça peut me donner la nausée. Parce que cet homme utilisait Iwo Jima comme prétexte pour envahir l'île de Karg. Je me dis, attendez une minute, Lindsey. En tant que Marine, on a pris, dans les années 1980, la décision d'arrêter de construire des mémoriaux aux Marines morts. On s'est dit qu'il vaudrait peut-être mieux combattre plus intelligemment, avec la guerre de manœuvre, ce genre de choses. Et qu'est devenue la diplomatie? C'est un homme qui n'a jamais participé à un combat armé de toute sa vie. C'est un avocat qui a été là-bas. Il est allé en Afghanistan, il est resté dans un bureau climatisé, il ne s'est jamais approché des combats, il ne saurait même pas quoi faire. Il vomirait si du sang éclaboussait ses bottes ou son uniforme. Et il est là, à promouvoir la mort de gens, la mort de gens. C'est l'être humain le plus répugnant au monde. Et s'il y a une place en enfer pour lui, j'espère qu'il y brûle en ce moment même, comme le gros porc gavé qu'il est. Et je m'excuse, mais je méprise cet homme. Il est responsable de la mort de millions de personnes. De plus, il est responsable de la mort de l'Amérique. Si les Américains ne comprennent pas que nous sommes morts, qu'ils lisent la Constitution et qu'ils comprennent ce qui se passe dans ce pays, en ce moment même. Regardez tout ce qui se passe dans son ensemble. Nous ne fonctionnons plus comme une république constitutionnelle. Et c'est en grande partie à cause des politiques que Lindsey Graham défend et promeut depuis qu'il est devenu sénateur des États-Unis en 2003. Eh bien, c'est une position qui se défend, dont on peut débattre, et elle se suffit à elle-même. Vos opinions sont celles que vous dites avoir, et il y a beaucoup de choses à examiner à ce sujet. Bref, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui.
Désolé d'écourter un peu, mais dans environ 1 minute, nous recevrons Trita Parsi, qui va nous donner son point de vue sur le côté iranien et sur ce qui se passe dans cette guerre. Ce sera dans 1 minute, à midi, ici sur la chaîne. Mais Scott, c'est toujours un plaisir de vous recevoir et j'apprécie vraiment vos points de vue. Merci. Merci, monsieur. En réalité, nous n'avons pas de sponsor et il y a une raison à cela. Nous ne voulons pas vous assommer avec un tas de publicité. Cliquez sur le bouton « J'aime » et bien sûr, partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez.